je suis Ludovic Houry, je suis le directeur général de Dalenis. J'ai rejoint Natixis Paiement en janvier 2019, date à laquelle donc j'ai pris la direction de Dalenis, mais aussi de la business unit que l'on appelle marchand, qui inclut les activités également, à part Dalenis, les activités de terminaux de paiement, de services de terminaux de paiement pour les caisses d'épargne et pour certaines banques populaires, ainsi que le e-commerce des banques populaires et des caisses d'épargne. Mais bien entendu, mon rôle de directeur général de Dalenis m'amène à vous parler aujourd'hui sur deux sujets. Le premier sujet, les paiements omnicanaux, et ensuite la DSP2 qui est non moins importante. Alors pourquoi l'omnicanal? Pourquoi Dalenis et l'omnicanal? La première raison, c'est que Dalenis, qui est une fintech à l'origine axée sur le digital, qui a été acheté par Natixis en 2017, sert maintenant de fer de lance de Natixis en direct vers le grand commerce en France et en Europe. Et au-delà du digital classique, nous avons décidé, c'était en 2019, et donc ça arrive maintenant à un point relativement mature, d'investir massivement sur notre plateforme pour la rendre totalement adaptable aux besoins omnicanaux dont on va parler tout de suite. L'autre élément important qui me pousse vraiment vers cet environnement, c'est le fait que nous croyons fortement que le fait d'être sur les transactions de bout en bout, nous sommes le seul PSP full service acquéreur en France, sous licence française ACPR, et ça, je pense, peut-être que quelqu'un me contredira, mais je pense que nous sommes le seul. Et ça a un intérêt parce que pour l'omnicanalité et toutes les complexités dont on va discuter tout de suite, ça aide beaucoup. Et puis la deuxième raison, plutôt la troisième raison, c'est que, comme vous le savez tous, comme on l'a tous vécu, le monde a beaucoup changé. En tout cas, le changement s'est accéléré, puisque nombreux étaient ceux parmi nous qui savions évidemment que la digitalisation du paiement, que les directions vers le commerce unifié étaient inéluctables. On a vu très nettement une accélération se produire lors du confinement, dans les comportements d'achat, dans les comportements tout court d'ailleurs, je dirais. Donc, je voudrais commencer par quelques statistiques assez parlantes. La première provenant d'une étude qui s'est faite juste après le confinement, mais qui a eu comme base de recherche l'Europe sur un grand nombre de pays, donc 26 pays. Et vous voyez que globalement, le trafic digital, le trafic e-commerce, que ce soit sur des laptops ou sur des mobiles, a fortement augmenté, 30%, que le nombre de transactions a augmenté de 48%, que les gens ont beaucoup plus surfé pour regarder, probablement aussi parce qu'ils avaient le temps. Mais le résultat est que le e-commerce a gagné un grand nombre de clients, des clients qui sont devenus fidèles, qui se sont habitués à acheter en digital, donc plus 2,5 millions de clients. Les gens aussi ont évolué dans leur manière de se comporter vis-à-vis du paiement. On avait déjà vu que le sans contact était quelque chose qui était en croissance et qui marchait déjà bien, mais il y a eu une explosion du sans contact pendant le confinement, au point que les grandes banques françaises et européennes d'ailleurs ont décidé d'augmenter la limite pour le sans contact à 50 €. Et donc cette progression est sans commune mesure avec ce qui se passait auparavant et continue. Le drive aussi
tout simplement parce que les gens ont appris à acheter en ligne et aller chercher leurs produits. Pour vous donner des exemples, nous, on a eu des clients boulangeries, des chaînes de boulangeries qui sont devenus en ligne et qui vendaient sur le net des baguettes de pain et les gens venaient les chercher devant, sans rentrer dans la boutique. Nos petits frères de chez Payplug ont vécu la même expérience. Et bien sûr, les grandes marketplaces, dont je ne citerai pas le nom, vous les connaissez toutes, ont eu également une croissance phénoménale d'environ 40%. Cette digitalisation, en fait, ne veut pas dire la disparition du commerce de proximité, du commerce classique. Bien au contraire. En fait, le commerce classique prend toute sa place et toute son utilité dans ces parcours de consommateurs, sur ce commerce unifié, et devient même, je dirais, et on le sait tous ceux qui consomment, on le voit bien, on le sent bien, c'est plutôt un atout. Les expériences de consommateurs, de commander en ligne, d'aller chercher en magasin, de commander en ligne, d'aller chercher, de payer en magasin, d'être en magasin mais ne pas avoir le produit que l'on veut et on le commande et le magasin le commande pour vous en ligne sur son site avec un paiement physique. La capacité d'acheter en magasin ou sur le net et de se faire rembourser dans l'autre, c'est-à-dire vous avez acheté en ligne, vous vous faites rembourser en magasin et vice-versa. Toutes ces expériences font que le magasin physique fait partie de cet écosystème. Et un autre élément où le magasin physique donne vraiment beaucoup de puissance, c'est la logistique, c'est la gestion du stock, c'est la rapidité de livraison. Vous avez sur la droite un diagramme un petit peu illisible, mais si on rentre dans les détails de ce chart, on s'aperçoit qu'en fait, les enseignes qui ont une présence physique de magasin livrent plus vite que celles qui n'en ont pas, que les pure players. Toutefois, le paiement, pour s'adapter à ce monde du commerce qui a évolué et dont l'évolution s'est accélérée, doit s'adapter. Et le premier handicap du paiement par rapport à ce commerce unifié, à ce commerce complexe, c'est le silotage de ce qu'on appelle le silotage des réseaux de distribution. Les enseignes ont des magasins en propre, des magasins franchisés, un site e-commerce, une application mobile, parfois une marketplace, et les clients s'habituent de plus en plus à naviguer d'un périmètre à l'autre. Mais le paiement ne suit pas toujours. Donc, il est important pour nous, PSP, d'avoir construit des solutions, et c'est ce à quoi on s'est attaché chez Dalenis, construire des solutions qui permettent un paiement fluide, qui permettent un parcours de paiement fluide, que ce n'est pas parce que vous avez acheté sur le net que vous ne puissiez pas vous faire rembourser dans un magasin franchisé, par exemple. Ensuite, on s'aperçoit, alors c'est plus banal, je dirais, mais ça reste des vérités. L'expérience d'encaissement est clairement centrée sur des lignes de caisse dans les magasins. On sent bien que ça se casse petit à petit, mais c'est toujours assez fort. On en a parlé, la gestion de l'encaissement et des remboursements. Faut donner cette liberté aux consommateurs de vivre dans ces parcours, aussi bien en achat qu'en remboursement. Et bien entendu, le dernier élément, c'est la data. Harmoniser cette data qui permet de mieux connaître ses clients, mais qui permet de donner une expérience fluide à ses clients et bien sûr, de ne pas embêter un client qui serait bien connu
avec des outils d'authentification, par exemple. Alors, ce que nous conseillons vraiment, c'est de multiplier les expériences, les possibilités d'expérience d'achat à vos clients. Tout simplement, le paiement classique en caisse, bien sûr, avec un TPE, est une évidence, mais le click and collect, j'achète en ligne, je vais en magasin, va devenir une évidence. D'acheter, de commander en ligne et d'acheter en magasin, et d'acheter en ligne, en magasin, et de se faire livrer en magasin ou à la maison. En fait, toutes ces expériences vont devenir très importantes pour pouvoir avoir du succès en e-commerce, en mobile et sur magasin. C'est vraiment une possibilité qui s'offre au grand commerce ou au commerce en général d'être maître de ces canaux de distribution et de pouvoir générer plus de revenus et de donner un grand service à ses clients. Je vais passer très vite là-dessus, mais à l'évidence, plus on donne des possibilités de payer en magasin, donc au-delà du TPE physique classique, avec des bornes de paiement, avec de l'encaissement en mobilité, avec un MPOS ou sur les tablettes, plus on donnera de possibilités aux gens de pouvoir payer, plus il y aura une chance que le consommateur passera à l'acte. Le deuxième sujet que je vais évoquer avec vous, c'est la DSP2. Pourquoi? Parce que nous considérons que c'est une révolution comme il y en a peu dans notre industrie depuis quelques années, mais c'est une révolution certaine. Donc la DSP2 fait suite à la réglementation européenne qu'on appelle les RTS, qui a pour but de réduire au maximum la fraude sur Internet. Et donc, pour ce faire, il a été décidé de créer et d'émettre un nouveau protocole d'authentification qui s'appelle le 3DSV2, dont la plupart de vous maintenant ont entendu parler, je pense. Mais la grande révolution, c'est que le choix d'authentifier ou pas n'est plus du côté du commerçant, mais du côté de l'émetteur. Et c'est en cela que c'est une révolution. C'est en cela que le commerce doit s'adapter maintenant, puisqu'il n'est plus maître, en tout cas du frictionless, de la possibilité de donner du one-click. Alors bien sûr, des modèles d'exemption, on va en parler tout de suite, ont été autorisés, mais pour le commerçant, il y a une problématique nouvelle qui est de comment maintenant gérer ces risques d'impayés et les taux de transformation surtout, et l'expérience client dans ce nouveau contexte, et pour les émetteurs de prendre les bonnes décisions pour, d'un côté, ne pas embêter ses propres consommateurs, ses propres clients, avec de l'authentification forte, et d'autre part, pour permettre un commerce fluide. Si tout le système fonctionne, ça doit réduire la fraude grâce à une meilleure connaissance des clients. Il faut bien savoir que le frictionless reste possible et sera de plus en plus possible lorsque notre écosystème, aura dompté ce qui va se passer dans quelques mois, puisque l'authentification forte devra se faire avec au moins 2 méthodes sur 3 qui sont en bas de cette slide, donc la connaissance, par exemple le mot de passe, la possession, donc par exemple votre smartphone, ou la biométrie, donc 2 sur 3. Et puis quelques exemptions ont été autorisées, par exemple le montant de la transaction si elle est en dessous de 30 €,
ou par exemple les cartes corporate. L'analyse par les risques est possible et importante. Pour ce faire, il va falloir que les commerçants, avec leur PSP acquéreurs, transmettent aux émetteurs les bonnes informations. Et donc que tout le parcours d'information se passe bien. D'où l'intérêt, je dirais, que les acquéreurs, donc le partenaire du commerçant, soient proches de l'émetteur. Pas forcément de la même société, du même groupe, comme nous le sommes avec BPCE, mais c'est un avantage certain d'être proche d'un grand émetteur, comme nous le sommes, puisque la communication des informations est fluide et que le dialogue peut être constant, évidemment pas pour tous les émetteurs, mais au moins pour les émetteurs de notre groupe. Toutefois, à l'évidence, ce parcours va dicter la capacité des commerçants à donner du frictionless, du one-click à ses clients. Je voudrais rajouter, avant de terminer, qu'on n'est qu'au début de l'histoire, donc on a parlé tout à l'heure avec Fabrice d'EPI, et Fabrice nous rappelait à juste titre que ce n'est pas la disparition de Visa Mastercard, et des autres schemes d'ailleurs, tout ça va cohabiter. Et donc, en l'occurrence, les autres schemes aux États-Unis sortent un produit que l'on appelle quelquefois le bouton de paiement universel, où tous les schemes sont associés. Ça s'appelle parfois SRC, ça s'appelle parfois Click to Pay. Bon, c'est du marketing après, mais c'est le bouton de paiement universel qui va permettre de donner ce confort, cette sécurité et cette expérience au consommateur, toujours en one click. Et je pense que cette évolution va nous aider dans cette configuration actuelle.